direct comme ça. Shalom Uvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Béar. Et plus précisément, on va, Bezrat Hashem, regarder et parler de deux mitzvot. La première mitzvah, la mitzvah d'acheter et de vendre à nos co-religionnaires. Okay? Et la deuxième mitzvah, la mitzvah de tzedaka. D'accord? Alors, la première mitzvah, Bezrat Hashem, c'est ce qui est marqué dans la Torah. V'chitim kirum imkar la mitecha, o kano miyad amitecha, al tonu ish et achim. Je traduis. Quand vous allez faire une transaction, acheter quelque chose, ou bien vendre quelque chose à amitecha, à savoir vos co-religionnaires, C'est les mecs qui sont la même religion que toi. la même religion que toi, donc à tes frères juifs, d'accord? Alors, on apprend tout en français. Altonu ish et arrive, donc ne faites pas le issour, la avera de onaa. D'accord? Donc ce pasouk, il nous enseigne dans le pshat le issour, la avera de onaa. C'est quoi la avera de onaa? Onaa, c'est quoi? C'est vendre à un prix plus élevé que le prix du marché. Par exemple, tout le monde vend, les pommes à 5 shekels, et toi, tu les vends à 7 shekels. Est-ce que tes pommes sont plus belles que celles des autres? Non. Est-ce que ton étalage est plus raffiné que celui des autres? Non. Alors pourquoi tu vends plus cher? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais qui c'est qui peut m'empêcher de vendre plus cher? Et finalement, le bonhomme qui achète, c'est un homme majeur et vacciné. Il n'a qu'à lui faire son étude du marché, voir que toutes les pommes dans le marché sont vendues à 5 shekels et que moi je les vends à 7, et me dire, monsieur, je ne veux pas acheter chez vous. Mais s'il a acheté chez moi à 7 shekels, alors, où est le problème? Je ne l'ai pas truandé. Je ne lui ai pas menti. Je ne lui ai pas dit, regarde mes belles pommes. Et en fait, à l'intérieur, elles sont remplies de verre. Non, ce sont des belles pommes. Et à l'intérieur, c'est de la belle pomme. Seulement, tout le monde vend ça à 5 et moi, je vends à 7. C'est quoi le problème? Ça ne marche pas comme ça? On va dire, a priori, c'est comme ça que tout le marché, il marche. J'achète à pas cher, je revends à plus cher, et j'essaie toujours de trouver le nigo qui va acheter plus cher, bien qu'on peut trouver à pas cher. Mais la Torah interdit ça. Je vais vous raconter une histoire pour comprendre à quel point ça va. Il y a là quelques années, je voulais acheter un livre qui s'appelle Tosfot Rabbeinu Peretz. 5 volumes, Tosfot Rabbeinu Peretz. Je tourne à Géoula, à Yerushalayim, pour trouver le livre. Je vois 2-3 chanouyot, donc 2-3 magasins, ils vendent à 220 shekels. J'arrive à une troisième... 250. Non, j'arrive à un troisième endroit, 170. Ils vendent moins cher que les deux autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, monsieur, dans tous les autres magasins, on vend à 220. Vous vendez 50 shekels moins cher que le prix du marché. Est-ce que vous voulez vendre vraiment à 50 shekels de moins que le prix du marché? Vous en êtes conscient? Et si vous n'en êtes pas conscient, alors d'accord. Mais si vous n'en êtes pas conscient, je dois vous prévenir. Parce que même en tant qu'acheteur, je n'ai pas le droit d'acheter moins cher que le prix du marché. Si ce n'est pas la volonté du vendeur. S'il a bien ce prix, c'est qu'il n'est pas bête. Alors, a priori, exactement. Mais attends, mais c'est un vendeur. C'est un vendeur. Alors, il m'a dit, je sais, et je veux le vendre à moins cher. J'ai fait mes calculs. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai acheté, je lui dis, Almenat, Shiesh Mechila la Onaa. Donc, j'achète, mais j'ai une condition. Que tu fais Mechila, que donc tu renonces sur la halacha de Onaa, qui est marquée dans la Torah. Donc l'halacha de Onaa, c'est l'interdiction de vendre plus cher ou moins cher, ou d'acheter moins cher que le prix du marché.
A priori, comme vous l'avez dit de façon tout à fait pertinente, mais pourquoi? Il s'agit d'hommes majeurs et vaccinés. Ils ont qu'à faire leur devoir. Vérifier, leur vérification. Et s'ils n'ont pas fait leur vérification, eh ben, c'est leur problème. Tant pis pour eux. Moi, quand je suis dans des magasins et des fois, la caissière elle se trompe par exemple, et des fois le prix elle peut payer un truc, ça m'est déjà arrivé pas élevé, pas cher du tout. Et moi, comme ma réaction, c'est je suis avec ma mère et je fais chut, tiens, Bon. passe à la caisse, et on se casse. Alors, Et négocier si on n'a pas le droit non plus de. non, alors, encore une fois. Négocier, c'est une autre chose. Mais on peut négocier. Mais la question que j'explique, c'est quoi la halakha elle-même? D'accord? Ça, c'est le pshat. C'est le pshat. D'accord? Il va falloir comprendre c'est quoi cette halakha? Le pshat. Maintenant, je vais vous dire le drash. Vous savez qu'on a le pshat et on a le drash. Le sod aussi. Le drash, c'est la chose suivante. Quand tu fais une transaction, fais-la avec ton frère juif, ton coreligionnaire. Quand tu achètes, vends à ton frère juif. Quand tu vends à ton frère juif. C'est la halakha qu'on apprend, c'est le drash. C'est parce que le pshat, il parle de quoi? L'interdiction de ona'a. Nos sages dans la Gemara, dans le drash, ils apprennent de là la mitzvah de vendre et d'acheter avec un juif. Et dans le midrash, on a le remez. On a le remez. Qu'est-ce qu'il nous dit le midrash? Davar acher, vechitim kiru mimka. Quand vous allez faire une transaction, Rabbi Chia Bere de Rabbi Ado de Yafo Ama. Alors Rabbi Chia de Yafo, il a dit la chose suivante. Atidin aten leimacher l'umot haolam. Va arriver le jour où vous allez être vendus au peuple, aux nations du monde. Teu shutafin le biriechon. N'oubliez pas d'être vendus à votre créateur. Keder she'asu Hanania, Michel Vazaria. De même qu'on fait Hanania, Michaël et Azaria. Vous connaissez l'histoire de Hanania, Michaël et Azaria, évidemment. À l'époque de Nebuchadnezzar, la première galoute, ils étaient, on va dire, les chouchous du roi. Ils ont été élevés dans le palais. Et voici qu'il y a un ordre qui a été de se prosterner devant l'idole. Et ils refusent de se prosterner devant l'effigie du roi. Ils sont jetés à la fournaise ardente et ils en sortent indemnes. Donc, nous avons le pshat, interdiction de... Non, le pshat, le pasouk, interdiction de ona'a. Vendre ou acheter pas au prix du chouk, pas au prix du marché. Le drash, c'est il faut vendre et acheter avec un juif. Et le remez, c'est quoi? Quand vous allez être vendu en galoute, alors soyez vendu à Akadosh Baruch Hu. Pshat, drash, remez. Il n'y a pas le sol aussi? Non, le sod, c'est pas pour toi. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est quel est le rapport entre le pshat, le drash et le remez. D'accord? Et de voir qu'il ne s'agit pas de mondes parallèles, mais des mondes qui sont intimement liés. Parce que nos sages sont les as de l'étude de la Torah. Bon. Alors, le pshat, on a compris. D'accord? Ce qu'on doit comprendre maintenant, c'est le drash. Comment on va faire pour comprendre le drash? Non. Le midrash, il ne parle pas du drash, là. Le midrash, il commence au remez. Vous savez qu'on a 4 parties dans la Torah. Le pshat, le drash, le remez et le sod. Le pshat, lecture littérale. Le drash, lecture approfondie. Le remez, l'allusion. Et le sod, le secret. D'accord? Le sod, où c'est qu'on trouve ça, le sod? C'est la Kabbalah. Le pshat, c'est quoi? Les psukim. Où c'est qu'on a le drash? Non, le drash. Le drash, c'est le midrash. D'accord? Et où il est le remez alors?
Le remez se trouve aussi dans le midrash. Donc tout est Donc, Mais non, pas tout. pas tout. Mais en fait, le midrash, c'est le, comment ça s'appelle? C'est le maillon, c'est le maillon fort. C'est lui qui scinde toute la Torah. D'accord? Généralement, on trouvera le remez à la fin du midrash. C'est-à-dire que vous savez que le midrash il est en parashiot. Généralement, où c'est qu'on va trouver le remez? À la fin de la parashia. Pourquoi? On étudie. À la fin, tu montes au level 1. Tu montes au niveau supérieur. Donc tu montes au niveau du remez. D'accord? C'est clair? Pshat, remez, drash. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Pshat, drash, remez. Alors le pshat, il est clair. Il faut interdiction de vendre plus cher ou moins cher que le prix du marché. Très bien. Le drash, il faut acheter et vendre avec des juifs. Quel rapport entre le drash et le pshat? Parce qu'en fait, si tu vends plus cher ou moins cher. D'où nos sages, ils ont-ils péché cette mitzvah ou cette interdiction de vendre et d'acheter Il y a un problème de vendre plus cher dans si le c'est drash. un juif. Non, ça va être plus simple. Tu vas voler ton frère juif. Il fait. Les règles de la Torah, elles se respectent entre les juifs. Les non-juifs, elles respectent de la Torah. Donc c'est forcément. Il y a plein de règles de la Torah qui ne sont pas forcément qu'avec des non-juifs, qui ne sont pas forcément qu'avec des juifs. J'ai le droit de voler un non-juif? Interdiction totale. J'ai le droit de vendre plus cher du marché. Oh, est-ce que j'ai le droit de vendre plus cher que le marché à un non-juif? Non. Oui. Ah oui. Oui. Ah, mais c'est bon là. Pourquoi? Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'il y a écrit dans le drash. Alors, on va comprendre. Encore une fois, il s'agit d'hommes majeurs et vaccinés. D'accord? Je vends les pommes à 7 shekels, alors que l'étalage d'à côté, il les vend à 5. Il est grand, il peut aller acheter là-bas. C'est pour pas faire de la peine aux frères juifs. Oh! C'est quoi le mot onaa en hébreu? Le mot onaa en hébreu veut dire faire souffrir. Faire souffrir. Alors comment on peut faire souffrir quelqu'un? Il y a plusieurs manières. Ou bien, j'insulte. Ou bien je lui dis, rappelle-toi, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise hier soir? Alors, ça le fait souffrir, ça lui fait honte, etc. Il y a une autre manière aussi de faire souffrir, c'est quoi? Voler. Non, voler c'est un vol. Mais faire souffrir, même pas. Arnaquer c'est du vol, sans l'arnaque. J'ai vendu à 7, ce que tout le monde a vendu à 5. Alors le bonhomme, il est grand, majeur et vacciné. Il aurait pu ne pas le prendre. Mais il a pris. Pourquoi? À un moment d'inattention, il était pressé, il était stressé, je sais pas quoi. Bon, 2 minutes après, il voit les mêmes pommes qu'il a achetées à 7 shekels, il les voit à 5. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Le pincement. Quel pincement? Qu'est-ce que je suis bête? On m'a pas arnaqué. Personne, on m'a pas triché, on m'a pas menti. Tout était clair. Seulement moi, j'ai été bête. Bah, si toi t'es bête, c'est ton problème. Et la réponse est, ben non. Pourquoi c'est pas son problème s'il est bête? Parce que c'est mon frère. Mon frère, si mon frère il vient devant l'étalage, je vends à 7 quand tout le monde vend à 5. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Frérot, le prix c'est 5. Faire à 5. Je vais pas. Pourquoi je vais faire ça? Parce que j'ai pas envie que mon frère, qu'est-ce qui va se passer après? Même pas m'en veuille, oublie qu'il va m'en vouloir. Il va avoir le pincement au cœur. Ah, aïe. Je le paye à 7 alors que je... Pourquoi j'ai payé à 7 alors que tout le monde le paye à 5? Qu'est-ce que je suis? Bête. C'est parce qu'on a mis... Qu'est-ce que je suis bête? Donc, vous comprenez pourquoi on a le droit à ça avec un non-juif? Parce qu'il n'y a pas de triche. J'ai pas menti. Rien du tout. Il est grand et majeur et vacciné. D'accord? Maintenant, la Torah, elle me demande que vraiment, quand je fais une transaction avec un juif, que je regarde le juif comme si c'était mon frère de père et de mère. C'est-à-dire que c'est vraiment mon frère. Bon, vraiment avec mon frère, je fais pas les comment ça s'appelle? Je fais pas les transactions avec mon frère comme je le fais avec les étrangers.
avec mon frère, ma vision des choses, elle est complètement différente. Pour nous, pour moi et mon frère, c'est la même caisse. Ce que lui dépense ou ce que moi je dépense, c'est la même chose. C'est mon frère, c'est mon sang. Alors la Torah nous dit, ton frère juif, c'est pas... vous connaissez les voyous comme ça, ils disent « Hé mon frère !» Il dit mon frère à n'importe qui. Mais à son frère, qui dit mon frère, il peut lui planter un couteau dans le cœur aussi. Parce que c'est son frère. Mais quand nous on dit mon frère, un juif que j'ai jamais vu de ma vie, c'est pas des mots vides. C'est mon frère. Je le regarde comme si c'était vraiment le frère avec qui j'ai vécu toute ma vie. C'est la Torah qui me dit, tu regardes ton frère juif comme un véritable frère. Et donc, si ton frère venait à ton étalage, à quel prix tu l'aurais vendu ? 5. Maintenant, regarde, même pas ça. Si mon frère, il sait que tout le monde vend à 5, que tout le monde vend à 7, et que moi je vends à 5, qu'est-ce qu'il va me dire mon frère ? Il va dire, écoute mon frère, le prix normal, c'est pas ça, c'est dommage. Vends-moi comme tu vends à tout le monde. Pourquoi que toi, tu perds de l'argent ? Je me serais dit les pères. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait ? Je le rachète au stock. Quand tu achètes, quand tu vas avec... Je le revends à 7. Je le rachète à 5, je le revends à 7. Quand tu vas acheter ou vendre à ton frère, à ton frère juif, tu achètes et tu vends à ton frère avec tout le sentiment que c'est ton frère. C'est clair ? C'est le pshat ? C'est le pshat. Bon, qu'est-ce que nos sages apprennent de là dans le drash ? Regarde mon frère. Alors, vendre et acheter, avec qui tu vas vendre et acheter ? Avec ton frère. Pourquoi ? C'est la conclusion logique de la halakha. Je vais expliquer. Regarde. Exactement. Maintenant, t'as compris. Je veux acheter, on va dire, arranger ma maison. Je veux acheter de la pizza. Super. J'ai 2 magasins en face de moi. 2 magasins. Le magasin du juif qui vend la pizza à 50 shekels. Le magasin du goy qui vend la pizza à 40 shekels. Où c'est que je vais acheter la pizza ? Chez le juif. Chez le goy, évidemment. Elle coûte que 40. Non, oublie, les deux sont cachers. Ah, les deux ils sont Oublie. cachés. Oui, d'accord. Alors, tout de suite, je vais faire mon calcul que, attends, 50, 40, ouais, c'est pas une discussion. J'achète à 40. Moins cher, ouais. Et qu'est-ce que la Laura dit ? Non, t'achètes chez le juif. Pourquoi ? Parce que ton argent. Pourquoi ? Maintenant, je vais vous raconter la même histoire. Bah, Mon frère de sang, pour nourrir sa femme et ses enfants, il a ouvert une pizzeria. Quoi ? Il a ouvert la pizza. Et il vend la pizza à 50. Et quelqu'un que je connais pas du tout, il vend la pizza à 40. J'ai besoin d'une pizza. Où j'ai acheté la pizza ? Chez ton frère. Chez mon frère. Pourquoi chez mon frère ? Parce que c'est ton frère. Parce que c'est mon frère. Parce que quand il s'agit de mon frère, les 10 shekels de différence, je m'en fous. Ces 10 shekels là, c'est quoi en fait ? C'est la nourriture de mon frère, de sa femme, de ses enfants. Donc, quand je vois que c'est mon frère qui travaille, je fais pas le calcul. Il n'y a plus de calcul quand c'est mon frère qui travaille. Je veux nourrir mon frère, même s'il coûte un peu plus, c'est pas grave. C'est mon frère, c'est l'argent qui reste dans la famille. Alors, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Qu'est-ce que nous disent nos sages ? Qu'est-ce que nous a enseigné le pshat ? Faire tourner l'économie un peu. Que quand j'achète et je vends à un juif, j'achète et je vends à mon propre frère. Alors, qu'est-ce qu'ils apprennent maintenant ? Le drash. Si tu as compris ce que la Torah elle te dit, qu'on attend que tu fasses que tu regardes ton économie avec ton frère juif comme ton économie avec ton propre frère, alors évidemment, quand il s'agit de vendre ou d'acheter, tu vas acheter chez un juif. Vous avez compris comment le drash, c'est l'essence du pshat. Il ne s'agit pas de monde parallèle. Il ne s'agit pas d'une halakha, on a pris les mots, on a dit bon voilà. Non, c'est, on va dire ça, l'un il découle de l'autre de façon très très forte. Donc quand au jour d'aujourd'hui, par exemple, je dois faire des travaux. D'accord ? Je dois faire des travaux. J'ai 2 possibilités. Ou d'amener mon frère,
ou d'amener un étranger. Disons que mon frère, il coûte un peu plus cher. Qui c'est que je vais amener? Mon frère. Pourquoi? Ben, je vais faire nourrir mon frère. Maintenant, mon frère, c'est qui? Tous les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont mes frères. Donc évidemment, toujours, je vais donner la primauté sur le travail de mon frère. Maintenant, même chose, même si je veux vendre, d'accord? J'ai une pizza à vendre, la dernière pizza sur le truc. D'accord? Mon frère, il vient, il me dit 50. Le gars, il vient, il dit 80. Je la vends à mon frère. À qui je la vends? 60. À mon frère. 80 €. Vous avez compris l'idée? Vous avez compris? Donc la Torah nous dit en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Une pizzeria, je me dis, elle est belle. Elle dit, elle va. Sors. Quand tu vois un juif, il s'agit de ton frère de sang. C'est comme ça que la halakha, elle nous demande de regarder le travail avec nos frères juifs. Donc comprenez que la traduction coreligionnaire, c'est une très mauvaise traduction. Ok. Parce qu'on n'est pas des coreligionnaires. Nous sommes des frères. Mais des véritables frères. D'accord? Pas des frères de, on va dire, souvent quand je vous ai dit les voyous, ils parlent de les frères. En fait, ils parlent de quoi? Les frères de la misère. On est des frères de misère. Non, c'est pas ce truc. On est dans la même tourbe. D'accord? Donc on est des frères. Nous, quand on parle pas de ça. On parle de frères de sang. On parle de frères de sang. Oui. Oui, j'ai pas compris comment ça rentre dans les mots. Pour le moment, on n'a rien expliqué de ce qui est marqué. Ah, d'accord. Ce qu'on a lu, nous, c'est le remez. On a expliqué maintenant le pshat et le drash. Maintenant, qu'est-ce qu'on va passer maintenant? Le remez. Plus intéressant. Alors, le remez, d'accord, c'est L'allusion. l'allusion. Alors, l'allusion, nos sages ils nous disent, quand vous allez être vendu au Goïm, alors vendez-vous à Akadosh Baruch Hu. Comme Quand vous allez être quoi? vendu au Goïm, vendez-vous à Akadosh Baruch Hu, comme Hanania, Mishaël et Azaria. Ça veut dire faut pas se prosterner. Bizarre. D'accord? C'est quoi le remez? On va expliquer aujourd'hui. On l'a jamais, jusqu'à présent, on a toujours étudié que le pshat et le drash. Aujourd'hui, on arrive à un autre niveau, le niveau du remez. C'est pas que vous êtes à un tellement haut niveau, c'est que c'est sorti comme ça. Bon, alors, Quand vous vendez au... C'est quoi la phrase? on arrive au niveau du remez. Alors, non, je vais expliquer d'abord c'est quoi le remez. C'est quoi le remez? Alors, comme on a vu le drash, il sort du pshat. C'est quoi le remez? Il sort du drash ou du pshat, ça changera, il peut sortir et du drash et du pshat. Mais ce qui est important dans le remez, c'est que quoi? Le drash, je sors une halakha, ou je sors un enseignement de ce qui est marqué dans le pshat. Le remez, il va voir une allusion dans le pshat à quelque chose de plus, on va dire, de plus global. En fait, ce que je vais apprendre du pshat, je vais apprendre un principe, mais je vais faire de ce principe quelque chose de beaucoup plus large et développé et global que le cadre dans lequel ce principe est arrivé. C'est clair? Donc en fait, on va dire, je change la perspective dans le remez. Je change la perspective. Mais, comprenez bien encore une fois, il ne s'agit pas de jeu de mots, il ne s'agit pas d'un monde parallèle, il s'agit du même point, mais que je change la perspective. C'est clair? J'ai expliqué maintenant dans les mots ce que c'est le remez. Maintenant, on va voir. Quand je parle d'une transaction, je parle entre qui et qui? Deux personnes. D'accord? Rouven et Shimon, son frère. Et de l'autre côté, tu as John. Donc tu dis, ou Rouven il vend à Shimon, ou il vend à John. À qui il vend? À Shimon. D'accord? À Shimon, son frère. Très bien. Après, on est parti. Ça, c'est le drash. D'accord? C'est le drash. Qu'est-ce qu'il va nous dire le remez? On va prendre ça et on va changer la perspective. Si jusqu'à présent j'ai parlé de Rouven et Shimon, maintenant je vais parler de quoi? Le peuple juif
et les nations. Dans le sens, en fait, je vais prendre le même principe duquel on a parlé, et maintenant je vais faire de ça, je vais faire, j'étais dans le micro, je passe dans le macro. Et donc en fait, je dis le micro, c'est quoi? Il allusionne au macro. De cet halakha, c'est tout simple. D'accord? Et cette halakha, elle allusionne sur quelque chose de beaucoup plus large. Sur quoi elle allusionne de beaucoup plus large? Elle allusionne sur un grand principe. Quel est le grand principe qu'on peut apprendre de ces halakhot là, que quand tu achètes et quand tu vends, tu achètes ton frère à ton... Alors on peut apprendre qu'il faut aller chez son frère. On est d'accord. Très bien. Mais avant qu'on parle de chez son frère, on apprend quelque chose d'autre encore. Faire attention à l'autre. Il faut faire attention à l'autre. D'accord. Au prochain. D'accord. Pas penser qu'à son Tout ce que argent. vous dites, c'est il ne faut pas penser qu'à son argent. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'a priori, quand j'ai la pizza à 40 ou à 50, automatiquement, je veux l'acheter à 40. Et voici que la Torah me dit attention. Dans la vie, tes choix ne doivent pas toujours être les choix faciles. Parce que si tu regardes les choses de façon autre, tu te rends compte que ces 10 shekels de différence entre 40 et 50, ça ne vaut pas le coup que ton frère, qui a besoin de cet argent pour vivre, il n'ait pas cet argent pour vivre. Donc, on va dire, sors de ta, de ta vision des choses, on va dire, étroite, hein, comme ce qu'on appelle dans l'hébreu, dans le chor du grouche, dans le trou de la pièce, hein, d'accord? Donc, arrête de regarder tout avec les, comment ça s'appelle, les dollars dans les yeux. C'est pas ça, la vision des choses. Ça, c'est bien pour Picsou. Mais pour un juif, c'est pas ça. Ta vision des choses, ça doit être autre. On ne sait pas, mais peut-être qu'il y a une pizza vendue par un goy à 60 et la pizza, par un goy à 40 et la pizza d'un juif vendue à 40, à 60, et il faudra acheter chez le juif parce que c'est notre juif. Mais peut-être que le goy, chez qui je vais acheter, il va faire un usage de cet argent truc beaucoup plus. Très bien, mais c'est ton frère le juif. C'est ton frère. Et même si elle est meilleure, celle du goy. Genre vraiment. J'ai expliqué quelque chose. Dans la halakha pure, d'accord, il y a des distinctions. C'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas absolu. Ton frère il vend la pizza à 150 et l'autre il vend à 10 shekels. Non, c'est pas ça. Parce que c'est aussi ton frère. Lui aussi doit être. Lui aussi c'est ton frère. Tu comprends? Mais ce que je veux te dire, c'est un message. C'est-à-dire que si j'ai dit, voilà, j'ai celui à 10 shekels, il dit, voilà, c'est mon frère, ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. D'accord? C'est un principe. C'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Vous comprenez? Quand j'amène aujourd'hui un installateur, un bonhomme qui va être un installateur, un plombier, ce que vous voulez, et je lui donne l'argent, je lui donne avec plaisir. C'est mon frère, je suis en train de nourrir un juif. Enfin, un plombier juif, quand même, il faut se méfier. Non, Vous comprenez? Je nourris mon frère. C'est l'argent, il reste dans la famille. Il reste dans la famille. D'accord? Je vais n'importe où. Je donne l'argent à quelqu'un, dans quoi que ce soit. Je suis content. Je donne l'argent à mon frère, il va pouvoir se nourrir avec. C'est une manière de vivre. C'est une optique de vie. D'accord? Bon, maintenant, cette optique de vie nous dit quoi en fait? Nous dit, sache-le, tu as le choix. Tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'aller toujours sur le moins cher, le plus avantageux, le plus, comment ça s'appelle, le plus discount. Tu peux aller sur les valeurs. Tu peux chercher les valeurs. Maintenant, si on prend ça maintenant, on va sortir du cadre personnel et on va prendre ça au niveau global. Les Juifs ont été vendus. C'est un fait. Ils se trouvent en galoute. Kiviachol, donc comme si ils ont été vendus. Et maintenant la question c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? A priori nous avons deux possibilités. Quelles sont les deux possibilités qui se présentent aux Juifs? Il est en galoute. Il a deux possibilités. Ou bien il se vend, ou bien il se vend. À savoir, tu es dans une situation, on va dire précaire.
Tu es en galoute, tu n'es pas stable. D'accord? Tu cherches un certain réconfort, une certaine stabilité. Et pour ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rechercher, on va dire, ce point de shaykhout, ce point ce lien. Tu cherches un lien. Tu cherches, on va dire, où planter ton ancre. Maintenant, c'est la solution a priori facile. Quelle est la solution a priori facile? Cherche la stabilité. L'assimilation. L'assimilation. Je me trouve chez les goïms, puisque dans tous les cas, on va dire, nous avons été vendus par Akadosh Baruch Hu au goïm. Alors, eh ben vas-y, on va s'assimiler. Là-bas, on va devenir un parmi les autres. Tout va être très très bien, très très sympa. Alors que garder notre judaïsme dans cette situation, c'est dur. C'est dur. C'est pas tout le temps évident. Et la question, à qui tu te vends? Est-ce que tu te vends au goïm ou est-ce que tu te vends à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu décides, en fait, j'ai une transaction à faire, avec qui je la fais? Est-ce que je vais aller sur le côté facile ou est-ce que je vais aller sur le côté spirituel des valeurs? Alors, ce principe de vie que chacun d'entre nous, il peut le vivre au niveau personnel, en fait, on le vit aussi au niveau, on va dire, de la nation. Est-ce qu'en tant que nation, on cherche la solution facile ou bien on cherche la solution de valeur? Alors, c'est qui l'exemple de ce choix? Hanania, Michel et Azaria. Pourquoi? Hanania, Michel et Azaria étaient les chouchous du roi Goy. Ils ont été élevés dans la cour impériale. Donc, a priori, c'est quoi le masloul, donc l'itinéraire tracé? C'est quoi? Eh ben, l'assimilation dans la cour impériale. Et voici qu'est-ce qu'ils font eux? Ils se vendent à Akadosh Baruch Hu. Ils se vendent à Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, ils vont être sauvés, miraculés, etc. Mais oubliez le miracle, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le choix. Le choix. À savoir, ne cherche pas la solution facile. N'oublie pas qui est ton père. N'oublie pas qui est ta mère. N'oublie pas qui est ton frère. Même quand tu es en galoute et que tu es entouré de goïm, ton frère et ta mère, ton père et ta mère, c'est pas le goï. Ton père, c'est Akadosh Baruch Hu, et ton frère, c'est ton frère juif. Et même si tu es en galoute, même si tu es en difficulté, n'oublie pas ce principe. C'est ça le remez. C'est ça l'allusion. Est-ce que l'allusion elle est liée au pshat? Bien sûr. C'est le même. Seulement, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le pshat et on l'a regardé de différentes manières. D'accord? Vous comprenez, c'est quoi la Torah du remez? C'est une seule Torah. Seulement, c'est quoi? Je change la perspective. Non, évidemment, ce principe-là, c'est un principe de vie extraordinaire. C'est un principe de vie extraordinaire. Nous choisissons à qui nous vendre. Alors, moi, maintenant, je vais continuer le remez. D'accord? Et je vais vous dire que dans la vie, on peut se vendre à plusieurs choses. On peut se vendre au travail. On peut se vendre à la famille. On peut se vendre aux vacances. Et on peut se vendre aux valeurs. On peut se vendre à l'argent. On peut se vendre à la Torah. D'accord? Ça change. Vous avez compris? Alors, c'est quoi se vendre? C'est quoi se vendre? Ça veut dire où est-ce que j'investis mon temps? Est-ce que je suis prêt à faire une échelle de valeur et à dire ça rend ça, ça rend ça? Vous vous rappelez, on a fait l'exemple avec les pierres? Vous vous rappelez les pierres? D'accord? Vous étiez tous là pour les pierres? Tu dormais? Quand Yavne ils sont venus, je leur ai fait l'exemple avec les pierres et le sable, etc. Vous n'étiez pas là? Moi, je vais vous raconter. Non, moi j'étais là, mais je ne suis pas resté tout le cours. En fait. C'est pas grave, c'est dommage. Bon, alors, je vous raconte ce que les Yavnéens sont venus de France et j'ai voulu essayer de leur faire passer le message que dans la vie, le tout, c'est pas de courir aux études à 18 ans. Il y a des choses qui peuvent être, qu'on peut faire passer avant.
Alors, j'aurais ramené une parabole, mais je l'aurais fait dans les yeux, comme ça, ils ont vu. D'accord? J'ai pris une bouteille. Comme J'ai coupé la bouteille. mon cas, vous voyez. D'accord? J'ai coupé la bouteille. Et j'ai pris des grosses pierres et du sable. D'accord? Là, je leur ai dit, est-ce qu'on peut rentrer les grosses pierres et le sable? On va essayer. J'ai mis les pierres, après j'ai mis le sable, tout est rentré. Super. C'est vrai. Après, j'ai vidé et je leur ai dit, est-ce que je peux rentrer? Alors là, c'était clair. Oui, on peut rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le sable d'abord et après les pierres. Et qu'est-ce qui se passe? Les pierres n'entrent pas. Les pierres n'entrent pas. Vous avez fait ça, vraiment? Oui, j'ai fait l'expérience et tout. Avec le pierre et tout, j'ai toujours fait. Incroyable. Ah ouais, J'aurais- C'est incroyable. Exceptionnel. J'aurais fait. J'aurais fait. Ah oui. Il était là, il était là. Les pierres, c'est quoi du coup? Alors, c'est quoi en fait? En fait, t'as les grosses pierres de la vie et t'as les petites pierres de la vie. T'as les choses qui sont vraiment importantes pour toi et les choses qui sont moins importantes. Alors sache-le que si tu veux que les choses importantes elles rentrent, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'il y ait les grosses Il pierres. faut commencer par elles. Ouais. Il faut commencer par les grosses pierres. Si tu veux que dans ta vie tu aies de la Torah, ben, tu ne peux pas dire, bon, j'étudierai la Torah après les études. Parce qu'après les études, tu ne pourras pas. Ça ne rentrera pas. Comment ça va? D'accord? Si tu veux que dans ta vie, la famille ce soit important, eh ben, il faut donner le temps à la famille. Et il faut faire passer la famille avant le travail. Si tu veux étudier la Torah dans ta vie aussi, alors dis pas j'étudierai de 10h du soir à 11h30 du soir. Après le travail. Mais non, j'étudie de 7h à 8h30 le matin. Parce que si je veux vraiment que ça rentre, ben je commence par ça. D'autant plus qu'il y a des choses que dans tous les cas elles rentreront. Et après travailler. Vous comprenez? Il y a des choses que dans tous les cas elles rentreront. Quelqu'un qui doit travailler, qui doit nourrir sa famille, dans tous les cas il va travailler, il va nourrir sa famille. Mais s'il ne prend pas le temps d'abord pour étudier, ça ne rentrera pas. Et c'est en fait la question, à quoi tu te vends? À quoi tu te vends? C'est-à-dire, en fait, dans ta vie, il faut choisir, mais quel est ton camp? Où c'est que tu veux? Ne crois pas que, maintenant, souvent, on veut côté, on va dire, le côté qui, on va dire, qui brille, le côté facile, le côté qui a l'air vous savez, tout beau, tout, d'accord? Et qui a l'air avantageux. Mais c'est pas forcément le côté avec les valeurs. Les pièges. Le bonhomme, il compte toujours, je vais avoir une situation, je vais avoir un métier, etc. Attends une seconde, ça n'y a pas de problème. Il faut que tu aies un métier, il faut que tu aies une situation, il faut que tu nourrisses ta femme et tes enfants, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que tu es obligé de courir à ça tout de suite? Ça va? Tu peux prendre 1 an, 2 ans, 3 ans dans ta vie, étudier, te préparer, tu as encore 120 ans de vie. Mais si tu ne fais pas rentrer cette pierre importante maintenant, mais quand c'est qu'elle va rentrer? Quand tu auras 5 gosses, et que tu devras les nourrir, tu vas dire à tout le monde, ah chérie, les enfants, je vais aller à Yeshiva maintenant. Ça ne marchera pas. Alors si c'est pas maintenant, c'est quand? La même chose. Les bonhommes, ils savent quand faire la aliyah. Il y a des moments où on peut faire la aliyah, et il y a des moments où on ne peut pas la faire. Tu veux faire ta aliyah, tu l'as fait à 18 ans. Tu ne dis pas, je fais l'aliyah après 2 ans que je travaille après les études. Ça marche pas. Moi, j'ai pas dit non. Non, mais j'ai un exemple. Ah, vas-y, Hein? Ça marche pas. Il y a des moments, on ne dit pas, mais, oui, mais j'en connais un comme ça. Oui, d'accord, moi aussi je connais des miraculés, il n'y a pas de problème. Mais de façon générale, comment ça marche? bah, tu restes jusqu'à. Si tu fais rentrer cette pierre, il faut la faire rentrer en premier. Tu veux faire ta aliyah, tu la fais à 18 ans. Sinon, généralement, la prochaine étape, c'est quand? 65 ans. Maintenant, si tu attends 65 ans encore et encore, tu ne feras pas l'aliyah. Parce qu'il y aura déjà les petits-enfants, les petits-enfants, les trucs, et je ne peux pas laisser mon fils, et mon fils, et ma fille, voilà, ça m'énerve. Donc, il y a des moments dans la vie où tu veux faire rentrer cette pierre, il faut la faire rentrer en premier. En premier. C'est comme ça qu'on doit réfléchir dans notre vie. Tu dois vendre, tu dois acheter, la question, à qui? Il n'y a pas de problème, mais à qui? Mais comment? Mais dans quelles conditions? Ce sont des choses qui doivent nous... je pense que c'est des choses qui doivent nous interpeller pour notre vie.
Très bien. C'est clair? On a expliqué le pshat, le drash et le remez. Alors maintenant, on va passer... Pas du tout. Alors, on a expliqué... On a encore quelques minutes, quelle heure il est? 33. 33, ça, on a encore quelques minutes. Alors, on a expliqué la mitzvah de la vente. La vente et l'achat avec nos frères. Pas nos co-religionnaires, avec nos frères. Très bien. Maintenant, on va passer... On a dit qu'on va parler un peu de la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka. Alors, Bezrat Hashem, on va regarder un midrash extraordinaire sur la tzedaka. Pardon? Ce qu'on vient de parler, c'est pas aussi la tzedaka? Non. C'est plus cher après. C'est pas la tzedaka. C'est un principe de vie. Est-ce que je regarde mon frère par l'intermédiaire de l'argent, ou bien je comprends que mon frère, c'est pas une question d'argent? C'est pas une question d'argent, c'est pas de la tzedaka. Tu comprends, c'est pas une question de tzedaka. C'est une optique de vie. C'est une optique de vie. Je vais vous donner un trésor pour comprendre. Quelqu'un, il a un locataire. Il y a deux manières de voir un locataire. Une vache à traire ou un invité. Un locataire, ça peut être mon invité ou ça peut être une vache à traire. Maintenant, évidemment, ces deux manières de voir les choses, c'est quoi? C'est toute la manière de me comporter vis-à-vis du locataire. Il m'appelle, j'ai un problème. Ah, demain, en espérant que ça va s'arranger tout seul. Bon, qu'il y ait le moins de bruit et le moins d'embêtement possible. J'ai un problème. Tu as un problème? Je vais venir t'arranger tout de suite. Je veux que tu sois Bien. à l'aise. Dans tous les cas, il va payer. Mais la différence, c'est quoi? Parce que je me dis, écoute, il paye, mais je veux qu'il soit bien. D'accord? Je veux qu'il soit bien. Pas dans le sens le client est le roi, parce que c'est comme ça qu'il va revenir. Dans le sens que véritablement, je me dis, j'ai quelqu'un qui est chez moi. Je veux qu'il soit bien. Je veux qu'il soit bien. Donc, mon locataire, c'est mon invité. C'est mon invité. Comment on appelle les gens qui sont dans les hôtels? Quand tu loues dans un hôtel une pièce. En France, on appelle ça un client. En Israël, on appelle ça un invité. Comment ça se voit? Horaire. 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 Tu rentres dans un hôtel, tu dis les invités de l'hôtel. Horaire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. D'accord? En hébreu, j'ai pas un client, j'ai un invité. Un horaire. Maintenant, vous comprenez que ça veut tout dire dans la manière de voir les choses. C'est un client ou bien c'est un invité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, revenons au principe on parle de la tzedaka. Alors regardez, vous avez le midrash devant vous, Ot Yud Aleph, et le midrash nous dit la chose suivante. À la fin, les deux dernières lignes de la fin de Yud Aleph. Vous regardez Ktiv Yesharia. Vous avez devant vous Ktiv Yesharia? Non, Ktiv Allo Paros Larev. Si, voilà, Yuda. après en parenthèse là. Quoi que ça. Voilà, après la parenthèse. Vous avez? Oui. Voilà. Ktiv, c'est marqué. Allo Paros Larev Lachmecha. Donne une tranche de ton pain aux pauvres. Amar Rabbi Simon, Allo Tifros et Ktivkan. Il n'y a pas marqué que tu coupes ton pain. Et là, Allo Paros. Ton pain, il est déjà coupé. Kvari Proussa. Chez Rosh Hashanah, Nixar ala Adam, Mashimit Saker ou Mashimit Traser. À Rosh Hashanah, c'est déjà marqué ce que l'homme il va gagner et ce que l'homme il va perdre. D'accord? Bon. Alors, on a là un jeu de mots dans le Passouk, qui encore une fois, c'est un jeu de mots de nos sages. Les jeux de mots de nos sages, c'est quoi? Des enseignements. C'est des enseignements très profonds. C'est jamais des jeux de mots futiles. Il y a marqué Allo Paros la rêve la donne une tranche de ton pain aux pauvres. Nos sages nous disent ne dis pas paros, dis parous. Ne dis pas tranche, dis il est déjà tranché. Pourquoi il est déjà tranché? Parce que ce que tu dois gagner, ce que tu dois perdre, ça a déjà été marqué à Rosh Hashanah. Bon, ça c'est quoi? Le drash. Le drash. Paros, paros.
Le drash. Maintenant, ce que nous, on veut comprendre, c'est quoi d'abord? Avant de comprendre le drash, on va toujours comprendre le pshat. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi ce mot de Allo paros la raev l'achmecha. Donne une tranche de ton pain aux pauvres. C'est quoi l'enseignement de Shlomo Ameler? Donne une tranche de ton pain aux pauvres. Et qu'est-ce que je vais lui donner si c'est pas une tranche de mon pain? Je peux donner de l'argent. Je peux donner de l'argent. Un vêtement. De quoi se nourrir, quoi. Je peux donner de quoi se nourrir. Un vêtement. Les habits. Des habits. Mais c'est quoi le chidouche? C'est quoi j'étais là, Donne une tranche de ton pain aux pauvres. Le chidouche, tu ne dois pas lui donner de l'argent. Tu dois donner une partie avec, de ce que lui tu as, donner, une partie de ce que tu as. Et pas quoi? Pas de l'argent qui se débrouille avec. Ah, par exemple, tu peux dire, ah, j'ai un vieil habit qui traîne au fond de mon placard, tiens, je vais lui donner, c'est moi. Oh! Je vais vous raconter l'histoire de Herschele. Vous connaissez l'histoire de Herschele? Herschele, c'est le shra des Ashkénazes. D'accord? Chez les Sfaradim, il y a le shra, l'idiot, et chez les Ashkénazim, il y a Herschele. Mais c'est la même chose, hein, c'est le même. C'est le même, seulement il change de kippa, c'est tout. Alors, un il est blond, l'autre il est mat. Alors, t'as Herschele, d'accord? Herschele, une fois, il y a un pauvre qui tape à la porte. Ah, j'ai faim, j'ai faim. Herschele dit, mais qu'est-ce que je vais lui donner? Et il est là, il sent une odeur comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il va là-bas, il voit un petit morceau de poisson comme ça, un peu rassis comme ça. Alors il dit, bon, il empaquette comme ça, il dit au pauvre, voilà, bravo, ça c'est pour toi. Bon, alors le pauvre il prend le poisson, il dit merci beaucoup, et Herschele se dit, bah bon, Hachem, Sachiti, j'ai fait une mitzvah, une bonne action, etc. Quelques jours après, on entend que le pauvre il est malade. Alors Herschele dit, bon, écoute, le pauvre il est malade, je vais aller le visiter. Alors il va voir le pauvre, et il le visite, comment ça va, etc., etc. Quelques jours après, le pauvre il meurt. Le pauvre il meurt. Alors Herschele, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah il va à l'enterrement. Et après l'enterrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les enfants et il leur fait les condoléances. Et après Herschele rentre à la maison et il dit, tu te rends compte chérie, combien de mitzvot on peut faire avec du poisson? Bon, ça c'est Shra. Tu viens de comprendre? C'est pas grave. C'est noir, c'est noir. C'est noir. Alors, C'est noir, c'est noir. C'est noir. c'est quoi l'idée? En gros, il a donné, il a fait Zaka, il a dû voir à l'hôpital. Ouais, il a compris. C'est vrai que ça a pris du temps, mais il a compris à la fin. C'était ça, Oh là, vous êtes là. Par exemple, tu fais un plat, tu cuisines pour toi, n'attends pas de toi tout manger et les restes tu donnes. Non. Oh, alors voilà. Direct, tu pars. Voilà, là, donc le chidouche de Shlomo Ameler dans le pshat, c'est quoi? C'est Donne de ton pain, donne une tranche. Et pas quoi? Pas pour aider. Pas des miettes. Et Pas les, voilà, pas les restes d'hier. Pas les restes d'hier. Genre, quand tu l'invites, le considère pas comme un pauvre, considère-le comme s'il était très haut placé. Comme un frère où tu gardes du pain. Alors, voilà. S'il était ton égal. Ton frère. Bon, ton frère. D'accord, très bien. Alors, Je veux honneur. ça, c'est ce qui est marqué dans le pshat. Donc, le pshat, il dit, donne au pauvre une partie de ton pain, ne lui donne pas les restes. C'est ça le pshat. Bon, quelle question on peut se poser sur le pshat? Mais pourquoi? Ah, finalement, pourquoi? Ah, moi, j'ai travaillé pour ce pain, non? C'est qui a travaillé? Monsieur le parasite, qui vient demander de l'argent en lieu d'aller travailler. Moi, j'ai travaillé. Alors, moi qui ai travaillé, je mange du pain frais. Et toi qui n'as pas travaillé, tu manges le pain d'hier. Bah, c'est pas logique. Bah, si, c'est Je logique. suis pas gentil. Si on. Je suis très gentil. Donc maintenant, quelle question qui se pose? Pourquoi? Alors pourquoi la Torah nous dit, non, tu donnes une tranche de ton pain. Et en fait, c'est pas Alors maintenant... C'est Hachem qui t'a donné, c'est Hachem qui t'a tout mis dans les mains. Aïe, vous comprenez tout. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Allo paros la rêve l'arpera. Donc ça, il nous dit, ne lis pas paros, dis paros. Ce que tu dois gagner, c'est déjà marqué depuis Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il vient nous dire en fait? Ce que tu vas lui donner, c'était. Il vient nous expliquer quelque chose. Il vient répondre à notre question. Vous avez compris? Le drash, c'est quoi? C'est la réponse à la question qui se soulève dans le pshat. Le drash, c'est l'approfondissement du pshat. C'est quoi l'approfondissement du pshat?
Le pshat nous dit quelque chose, et on peut se poser la question, mais pourquoi ça marche comme ça? Et nos sages, ils nous disent, je vais t'expliquer. Tu n'as pas compris comment ça marche. Toi, tu crois que tu gagnes de l'argent parce que tu travailles. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. À quoi ça ressemble? Il y a un bonhomme, il reçoit un colis à la poste. Quand tu vas avoir le colis à la poste, tu dois signer le reçu. Si tu signes pas le reçu, tu reçois le colis ou pas? Tu reçois pas le colis. D'accord? Maintenant, le fait que tu as signé, c'est la raison pour laquelle tu as reçu un colis? Non. C'est quoi? C'est une condition pour recevoir le colis. Mais le colis, tu l'as reçu pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te l'a envoyé. Alors la parnassa, c'est quoi? La parnassa, c'est un colis. Akadosh Baruch Hu, il a préparé ton parnassa. Il a un colis. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois signer. C'est quoi la signature? Le travail. Mais est-ce que le travail, c'est la raison de l'arrivée du colis? Non. C'est une condition pour recevoir le colis. Mais le colis, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Donc maintenant, quelle est la différence entre ces deux visions des choses? Celui qui voit que le travail, c'est la raison de mon gain. Alors automatiquement, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui mange. C'est à moi. Et automatiquement, si déjà je donne quelque chose aux pauvres, je lui donne quoi? Les restes. Mais si je comprends que le colis, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé. Et le fait que j'ai travaillé, c'était simplement la signature pour recevoir le colis. Alors, je comprends que quoi? À qui il appartient véritablement cet argent? À Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé le pauvre, c'est dire que c'est pourquoi? Pourquoi je lui donne. Et donc mon pain, que je lui donne, quand je lui donne une tranche de mon pain, je ne lui ai pas donné une tranche de mon pain. Je lui ai donné une tranche d'un pain qui était déjà tranché. Donc, ce que nos sages, ce que je voulais que vous compreniez, d'abord, l'idée, elle est très belle, mais avant l'idée même, ce que je voulais que vous fassiez attention, c'est comment nos sages sont profonds. Ils jouent avec un mot, ils font un jeu de mots. Alors, l'idiot, il lit un jeu de mots, il dit c'est quoi ces jeux de mots? Il continue, il n'a rien compris. Mais si tu t'approfondis, tu te rends compte qu'en fait, que nos sages, d'accord, il n'y a rien, tout est passé comme ça s'appelle, au crible fin. Tout est passé et vérifié. Et il pose la question, mais pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça marche comme ça? Et toutes les drachotes de nos sages, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la Torah nous dit ce qu'elle nous dit. Alors quand moi j'étudie ça avec vous, quand tu dis le pshat, le drash, le remez, on ne peut être que estomaqué, d'accord, de la profondeur de l'étude de nos sages. D'accord? C'est pour ça que vraiment, il n'y a pas de Torah sans la Torah chez BLP. Sans la Torah orale, la Torah de nos sages, on ne peut rien comprendre à la Torah. Bon, Adonai, Amen, Amen.